Le 12 décembre 1910, Dorothy Arnold, une héritière notable, a rencontré une amie sur la 5e avenue à Manhattan. Elle lui a dit qu'elle avait l'intention de rentrer à pied chez ses parents dans l'Upper East Side en traversant Central Park. Mais en chemin, Arnold a tout simplement disparu. Alors qui était-elle et que lui est-il arrivé ? Rejoignez-moi Briefcase alors que nous explorons cette histoire incroyable. Dorothy Harriet. Camille Arnold est née à New York le 1er juillet 1885. Son père était Francis Rose Arnold, un homme d'affaires dont la famille faisait remonter ses origines jusqu'au début de la colonisation européenne en Amérique du Nord. L'un de ses ancêtres serait arrivé à Plymouth Rock à bord du Mayflower en 1620. Ses ancêtres plus proches s'étaient intégrés à la haute société et aux affaires de New York, Francis lui-même étant associé dans F.R. Arnold & Company, une société d'importation qui faisait venir des produits de luxe en Amérique depuis l'étranger. C'était une époque de prospérité sans précédent aux États-Unis, ce qu'on a appelé l'âge doré. Ainsi, l'entreprise Arnold, spécialisée dans le parfum, prospéra, ce qui signifie que Dorothy grandit dans l'aisance au sein d'une famille connue dans tout Manhattan. La mère de Dorothy était Mary Martha Arnold. Son nom de jeune fille était Samuel et elle venait d'une famille éminente dont les origines se trouvaient au Canada britannique. Elle et Francis eurent 3 autres enfants, un fils John qui était plus âgé que Dorothy, ainsi qu'un autre fils et une fille, Dan et Marjorie, nés dans les années qui suivirent à la naissance de Dorothy. Pour renforcer encore le statut social de la famille, la tante de Dorothy, du côté paternel, Harriet, était mariée à Rufus W. Peckham, un avocat renommé qui a été juge associé à la Cour suprême des États-Unis entre 1895 et 1909. Toutes ces relations allaient en faire en sorte que, lorsque Dorothy disparut soudainement de nombreuses années plus tard, l'histoire attire une attention médiatique considérable à New York et dans tout le pays. L'enfance de Dorothy s'est déroulée comme on pourrait s'y attendre pour la fille d'un riche homme d'affaires à New York au sommet de l'âge d'or. La famille vivait dans une grande maison de ville dans l'Upper East Side de Manhattan et y employait un personnel nombreux. En grandissant, elle a fréquenté la prestigieuse école Veltin pour filles. Celle-ci avait été fondée en 1886 par Louise Veltin comme une école à Manhattan pour les filles des familles aisées de la ville, avec, selon les critères de l'époque, un programme très progressiste pour une école de jeunes filles. Là, les jeunes filles étudiaient la littérature anglaise, les classiques grecs et romains, et le français. Mais elles étudiaient aussi les matières scientifiques comme la chimie et la physique. Après son passage à Veltin, Dorothy se dirigea vers le Bryn Mawr College, en Pennsylvanie, quittant New York pour la première fois pour une longue période de sa vie. Là-bas, elle s'est concentrée sur l'étude de la littérature et a développé l'ambition de devenir écrivain. Elle a obtenu son diplôme en 1905 à l'âge de 20 ans. Après avoir obtenu son diplôme, elle a de nouveau vécu chez ses parents dans l'Upper East Side, et on la voyait souvent lors d'événements de la haute société à Manhattan. Elle a néanmoins conservé des ambitions d'écrivaine. Après un voyage à la maison de vacances familiale dans l'État du Maine à l'automne 1910, elle a informé son père qu'elle voulait avoir son propre appartement à Greenwich Village. C'était un quartier qui avait déjà commencé à acquérir une réputation de centre de la bohème et d'activité littéraire. Au cours de 1909 et 1910, elle avait également composé plusieurs histoires avec des titres comme Poinsettia Flames et Lotus Leaves. Pourtant, malheureusement pour Dorothy, ces histoires avaient été constamment rejetées par les éditeurs auxquels elle les avait envoyées. Pire encore, sa famille se moquait de ses ambitions littéraires et son père avait refusé de financer son projet de s'installer à Greenwich Village, lui disant qu'elle pouvait tout aussi bien écrire dans la maison familiale qu'à Lower Manhattan. Ces échecs personnels sont importants pour la suite de son histoire, comme nous allons bientôt le voir. Par un matin froid du 12 décembre 1910, Dorothy décida de se rendre dans le centre-ville depuis la maison familiale des Arnold. Sa mère lui avait proposé de l'accompagner, mais Dorothy lui dit de ne pas le faire et l'informa qu'elle descendait simplement sur la 5e avenue pour acheter une robe de soirée pour une fête qui allait être organisée pour sa jeune sœur Marjorie dans quelques jours. Dorothy se rendait également à la librairie Brentano pour récupérer quelques livres.
Le jour en question, on a remarqué qu'elle était bien habillée, portant un manteau coûteux en serge bleu avec de la fourrure et un sac en satin. Ce sont des points importants à noter, car ces vêtements coûteux l'auraient en fait remarquer dans les rues animées de Manhattan et auraient pu faire d'elle une cible pour un vol. Elle portait également un chapeau en velours noir très voyant, orné de 2 roses bleues. Beaucoup des vies d'Antoli dont nous parlons sur cette chaîne ont été façonnées par l'instabilité politique, l'instabilité financière et ce genre d'incertitude qui laissait aux gens très peu de contrôle sur leur avenir. En ce qui concerne l'argent, je préfère les approches structurées, surtout lorsqu'il s'agit d'investir. Parce que la vérité, c'est que l'incertitude influence encore les choix que les gens font aujourd'hui. Des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement, et ce n'est pas difficile à comprendre. Sur le marché boursier, on vous demande constamment d'acheter, de vendre, d'attendre et de réagir. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher une autre façon d'investir, une méthode qui ne nécessitait pas de surveiller le marché toute la journée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. Avec Mintos, je peux investir dans des prêts et gagner des intérêts. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire, le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Les paiements peuvent arriver chaque jour comme un revenu passif, rendant le processus plus stable et facile à suivre. Je peux aussi filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et pour une approche encore plus simple, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Les rendements moyens sur les prêts sont d'environ 11%. Et pour quiconque cherche un revenu passif, c'est un chiffre très élevé. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise, et en plus un bonus. Ne le manquez pas et bonne chance. Sur la 5e avenue et dans quelques rues adjacentes, elle a acheté plusieurs choses dont une boîte de bonbons dans un magasin. La vendeuse la connaissait suffisamment bien pour enregistrer l'achat sur le compte familial sans même lui demander qui elle était. Devant la librairie Brentano, Dorothy tomba sur Gladys King, une connaissance de la famille qui allait assister à la fête de Marjorie dans quelques jours. Elle remit à Dorothy les lettres d'acceptation qu'elle comptait poster pour confirmer sa présence à la fête, en remarquant que cela ferait économiser un timbre. C'était vers 14h dans l'après-midi. Dorothy mentionna à Gladys qu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle dans l'Upper East Side et qu'elle le ferait probablement en traversant Central Park à pied. Sur ce, elles se sont séparées. Gladys King serait la dernière personne à avoir parlé avec Dorothy Arnold, à notre connaissance. Après avoir dit au revoir à Gladys, Dorothée n'a plus été vue par quiconque la connaissait. Elle n'est pas venue au dîner familial, ce qui a aussitôt inquiété ses parents et frères et sœurs. Ce n'était pas dans les habitudes de Dorothée de manquer le dîner, et si elle avait du retard ou avait décidé d'aller quelque part, elle prévenait toujours à l'avance pour s'excuser de son absence. La famille Arnold n'a pas immédiatement contacté les autorités. Cela était compréhensible. Peu de gens appellent la police immédiatement lorsqu'une personne disparaît seulement pendant quelques heures, et pourtant ils étaient clairement inquiets. Ce soir-là, des appels téléphoniques ont été discrètement passés à certains amis de Dorothy pour leur demander s'ils l'avaient en vue ou si elle était peut-être sortie leur rendre visite ce jour-là. Tous ont répondu qu'ils ne l'avaient pas vue. Les Arnold étaient soucieux à ce moment-là de ne pas ébruiter le fait que leur fille semblait s'être enfuie. Cela a créé une situation entraînant des problèmes dans les semaines suivantes. La nuit de sa disparition, l'une des amies de Dorothy, qu'ils avaient appelée plus tôt dans la soirée et qui s'appelait Elsie Henry, a téléphoné à la maison des Arnold vers minuit pour savoir si Dorothy était rentrée. En réponse, la mère de Dorothy, une femme de nature nerveuse même en temps normal, a répondu que Dorothy était rentrée à la maison mais qu'elle ne pouvait pas parler à Elsie car elle était allée se coucher tout de suite avec un mal de tête. Cet incident a suscité des soupçons dans les semaines qui ont suivi, laissant penser que les Arnold en savaient un plus sur la disparition de Dorothy qu'ils ne voulaient en bien l'admettre, même s'il ne semble pas que ce soit le cas. La situation s'est aggravée dans les jours qui ont suivi. Craignant une frénésie médiatique en raison de leur notoriété dans la société new-yorkaise, les Arnold ont décidé de ne pas signaler la disparition de Dorothy. À la place, ils ont continué à mener des recherches discrètes pour essayer de déterminer où elle pourrait se trouver et ont également engagé un ami de la famille et avocat nommé John Keith
pour mener des investigations pour eux. Il semble qu'à ce stade précoce, la famille pensait que Dorothy s'était enfuie en représailles à leur manque de soutien pour ses ambitions littéraires. Ce n'est qu'après que des agents de l'agence de détectives Pinkerton ont été engagés et n'ont trouvé aucun indice sur l'endroit où pourrait se trouver Dorothy. Cela. Eux et Keith ont convaincu les parents de Dorothy à la mi-janvier, plusieurs semaines après la disparition initiale de Dorothy, d'aller voir la police de la ville et de déposer un signalement officiel de personnes disparues. Une conférence de presse a été organisée dans le bureau de Francis Arnold à Manhattan le 25 janvier 1911 pour annoncer la disparition de sa fille, plus de 6 semaines après qu'elle ait disparu. Il a offert une récompense de $1000 pour toute information permettant de la retrouver. Une somme considérable, équivalente à des dizaines de milliers de dollars aujourd'hui. La frénésie médiatique attendue s'ensuivit. Une grande partie de l'attention s'est portée sur une relation clandestine que Dorothy entretenait depuis un certain temps avant sa disparition avec George Griscom Jr., le fils d'un riche homme d'affaires de Pennsylvanie. Griscom et Dorothy avaient fait connaissance alors qu'elle étudiait à Bryn Mawr et étaient restées en contact fréquent depuis. Cependant, il était en vacances en Italie au moment de la disparition de Dorothy et a déclaré qu'il n'avait aucune idée de l'endroit où elle se trouvait. Pendant ce temps, la police poursuivait ses investigations. Une piste d'enquête était de savoir si elle avait été attaquée à Central Park alors qu'elle s'y promenait, comme elle l'avait dit à Gladys King qu'elle comptait le faire lorsqu'elle l'avait rencontrée sur la 5e avenue. Le père de Dorothy lui-même semblait penser que c'était l'explication la plus probable, et il spéculait de façon morbide que sa fille avait été tuée là-bas, et que son corps avait été jeté dans le réservoir du parc. La police a vite écarté cette théorie. Ils ont noté qu'en la mi-décembre 1910, au moment de la disparition de Dorothy, le niveau d'eau du réservoir était trop bas pour dissimuler son corps. Si elle était morte de cette façon, le mystère s'est épaissi lorsque, début février, les Arnold ont reçu une carte postale qui disait simplement « Je suis saine et sauve » et qui était signée « Dorothy ». L'écriture ressemblait à celle de leur fille, mais un échantillon de son écriture avait été publié dans les journaux new-yorkais dans le cadre de l'enquête à la fin du mois de janvier. Et il a vite été conclu que la carte postale n'était qu'une mauvaise blague, perpétrée par quelqu'un qui imitait l'écriture de Dorothy. Après avoir écarté cette piste, la police a annoncé vers la fin du mois de février que l'enquête allait être réduite. Dorothy avait disparu depuis 75 jours au moment où ils ont fait cette annonce et, sans aucun élément indiquant ce qui avait pu lui arriver, ils ne pouvaient en que conclure qu'elle était presque certainement morte. Il y a eu de nombreux signalements et des témoignages de contact avec Dorothy dans les années qui ont suivi. Ces témoignages étaient souvent fondés sur des affirmations spéculatives, selon lesquelles une femme lui ressemblant avait été aperçue à New York ou ailleurs sur la côte Est. Mais rien de concret n'est jamais ressorti de ces prétendues apparitions, même si elles continuaient à surgir. Aussi tard qu'en 1935, soit un quart de siècle après la disparition de Dorothy, la police a reçu un tuyau concernant le fait qu'on l'aurait aperçue sur la 5e avenue, le dernier endroit où elle avait été vue, le 12 décembre 1910. Cela en soi montre à quel point les gens laissaient libre cours à leur imagination. S'agissant des signalements concernant Dorothy Arnold, après tout, elle aurait eu 50 ans à ce moment-là, et elle devait probablement être méconnaissable par rapport à la jeune femme de 25 ans qui avait disparu en 1910. Pendant ce temps, les parents de Dorothy continuaient à la chercher, et avant que son père ne meure en 1922, il avait dépensé plus de $250 000 dans le but de retrouver sa fille ou de découvrir ce qui lui était arrivé. 3 principales théories expliquent aujourd'hui la disparition de Dorothy. L'une d'elles est très spéculative. Elle soutient que Dorothy était enceinte à l'époque, probablement de l'enfant de George Griscom, et qu'elle aurait subi un avortement improvisé ce soir-là, qui aurait mal tourné et au cours duquel elle serait morte. Cela a semblé être corroboré en 1916, lorsqu'un criminel condamné du Rhode Island, nommé Edward Glenoroff, a fait des déclarations sensationnelles selon lesquelles il aurait participé à faire disparaître le corps de la jeune femme en décembre 1910. Mais les informations qu'il a fournies sur l'endroit où elle aurait été enterrée n'ont pas été confirmées lors d'une enquête plus approfondie, et il est ensuite revenu sur ces déclarations.
De plus, il est hautement improbable que Dorothy ait simplement prévu de s'arrêter quelque part à Manhattan sur le chemin du retour depuis la 5e avenue pour subir rapidement un avortement clandestin avant de poursuivre sa journée. Les deux autres scénarios sont plus probables. Soit Dorothy a été agressée à Central Park, tuée et son corps a été éliminé d'une manière qui n'a laissé aucune trace, soit déçue par sa situation personnelle et ses ambitions littéraires au point mort, Ella Marant a mis fin à ses jours. Certains membres de sa famille privilégiaient cette explication de sa disparition, car dans une lettre qu'elle a écrite à George Griscom, elle a fait allusion au suicide, déclarant « Eh bien, ma nouvelle m'est revenue. McClures m'a refusé. L'échec me regarde en face. Tout ce que je vois devant moi, c'est une longue route sans détour. Ma maman pensera toujours que j'ai eu un accident. » De plus, à ce moment-là, sa relation avec Griscom se détériorait. Les deux semblent plausibles, mais sans preuve pour étayer l'une ou l'autre éventualité, il semble que nous ne saurons jamais avec certitude ce qui est arrivé aux mondains américains qui ont disparu sans laisser de traces. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Dorothy Arnold. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante et joyeux Noël à vous tous. Si vous avez aimé la narration de Briefcase, consultez sa chaîne dans la description. Pour vos suggestions, laissez-les en commentaire. J'espère aussi que vous avez activé les notifications et que vous êtes abonné pour recevoir toutes mes vidéos dès leur mise en ligne. Voilà, c'est tout pour moi. À bientôt dans le prochain épisode de Forgotten Lives. Merci.